J'en ai encore des frissons. Cette sensation d'étouffement, elle ne me lâche plus l'esprit depuis des jours. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'expérience de cette lecture est vraiment, mais alors viscérale. On parle aujourd'hui de La fille du train, de Paula Hawkins. C'est une plongée, mais complètement vertigineuse, dans la lutte humaine contre l'obsession, l'addiction et la déconstruction totale de l'esprit. Hypnotique. C'est exactement le mot, oui. Au centre de cette toile, on a Rachel, une femme de 32 ans qui est brisée, divorcée et littéralement noyée dans l'alcool et une dépression sans fond. Et l'on atterrit directement dans le vif du sujet sans aucun parachute. Chaque matin à 8h04 et chaque soir à 17h56, dans ce train de banlieue qui s'arrête invariablement au même feu rouge, elle fixe une maison. Elle espionne un couple, elle s'immisce dans leur intimité à travers la vitre sale du wagon. Ce qui pose d'emblée une contradiction narrative énorme en fait. Voilà une femme qui s'érige peu à peu en enquêtrice pour trouver la vérité, alors qu'elle est strictement incapable de faire confiance à sa propre mémoire. Mais fait complètement fou, non? Surtout quand la tension monte d'un coup, la femme de la maison disparaît mystérieusement, et Rachel, elle, se réveille couverte de sang, de coupures et de bleus, sans le moindre petit souvenir de sa nuit. À cet instant précis, la frontière entre témoin, victime et coupable vole purement en éclats. Cette routine, il faut vraiment s'y arrêter un instant pour bien comprendre l'ampleur du désespoir de cette femme. Ce trajet en train, c'est pas juste un moyen d'aller d'un point A à un point B. Pour Rachel, c'est littéralement son dernier et unique lien avec la vie en société. C'est son seul ancrage. Le train, par définition, c'est une force mécanique, inéluctable, qui avance sur des rails tracés d'avance. Alors qu'elle, sur le plan personnel, elle est totalement figée. Elle a déraillé. Parce qu'elle a tout perdu, mais absolument tout. Son mariage a explosé en vol, en grande partie parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ça a déclenché une spirale destructrice. Elle a perdu sa belle maison dans cette banlieue chic de Whitney. Et le pire, c'est qu'elle a même perdu son travail à cause de son problème de boisson. Et pourtant, elle continue. Elle achète ses canettes de gin tonic prémélangées, elle les cache dans son sac et elle fait l'aller-retour tous les jours. C'est un mensonge hyper élaboré pour faire croire à sa colocataire qu'elle a encore un emploi, qu'elle a encore une utilité, quoi. Et pendant ce trajet mécanique, depuis son siège, elle observe. Elle a repéré une maison en particulier, juste à côté de son ancienne vie, de son ancienne maison. Elle a même donné des prénoms fictifs aux habitants qu'elle voit sur la terrasse. Jason et Jess. Ce besoin d'inventer des vies aux autres, psychologiquement, c'est fascinant. Rachel projette sur ces inconnus une vie absolument parfaite. Elle imagine leur petit déjeuner romantique, leur rire complice, leur amour inconditionnel. C'est presque devenu une religion pour elle de les regarder à travers la fenêtre. Mais pourquoi s'infliger ça, en fait? Regarder des gens heureux quand on est soi-même au fond du trou, ça ressemble presque à de la torture volontaire. C'est vrai que ça paraît paradoxal. Mais il y a une symbolique incroyable derrière ce voyeurisme. Whitney, cette banlieue avec ses pelouses tendues au millimètre, ses maisons identiques, ses façades lisses, c'est l'image même de la réussite sociale. En regardant Jason et Jess, Rachel vit par procuration. C'est une façon de s'évader? Carrément. C'est un anesthésiant émotionnel. Regarder leur bonheur supposé, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour ne pas regarder sa propre déchéance en face. Elle s'accroche à leur perfection imaginaire, comme à une bouée de sauvetage dans un océan de regrets. Sauf que cette bouée de sauvetage va se dégonfler d'un seul coup, et de la manière la plus brutale qui soit. C'est là que tout le récit bascule. Un matin d'été, la chaleur est étouffante, le train s'arrête au fameux feu rouge habituel. Rachel regarde par la fenêtre, s'attendant à voir son tableau idyllique. Et là, c'est le choc frontal. L'image parfaite se fissure complètement. Totalement. Elle voit Jess, dont on va vite apprendre que le vrai nom c'est Megan Hipwell, dans le jardin. Mais elle n'est pas avec le mari parfait. Elle est en train d'embrasser un autre homme, un inconnu. La bulle éclate instantanément. L'illusion de la perfection vole en éclats. Et pour Rachel, ce n'est pas juste une déception, c'est un véritable cataclysme émotionnel. L'impact psychologique de ce baiser volé est d'une violence inouïe. Il faut vraiment se pencher sur le pourquoi de cette réaction démesurée. Oui, parce qu'au fond, ça ne la regarde pas du tout. Ce sont des inconnus. Pourquoi est-ce que ça la détruit à ce point? Parce qu'elle est retraumatisée. Rachel porte une blessure profonde qui n'a jamais cicatrisé. Son ex-mari, Tom, l'a trompée avec une autre femme, Anna, alors qu'ils étaient encore mariés. La destruction de son propre foyer, la perte de sa maison, tout a commencé exactement par ce genre de trahison insidieuse. Donc en voyant Megan tromper son mari, elle revoit son propre traumatisme. Précisément. Rachel prend cette infidélité comme une insulte personnelle.
C'est une agression directe. Elle ressent la douleur de ce mari trahi comme si c'était la sienne. Et c'est ce transfert émotionnel qui rend la suite si captivante. Parce que quelques jours plus tard, le visage de cette fameuse Meghan fait la une de tous les journaux. Elle a disparu, évanouie dans la nature, sans laisser de traces. Et là, soudainement, ce n'est plus un simple fait divers qu'on lit distraitement dans le train. Pour Rachel, c'est devenu son histoire personnelle. Elle ressent le besoin impérieux de s'en mêler. Son intrusion dans l'enquête policière, qui défie pourtant toute logique et tout bon sens, devient une sorte d'instinct de survie psychologique. En essayant de résoudre le mystère de Meghan, Rachel tente désespérément de reprendre le contrôle de sa propre vie. Elle veut réparer l'injustice originelle qui l'a détruite. C'est une quête de rédemption totalement tordue. Et c'est là qu'on plonge la tête la première dans un suspense absolument terrifiant. Parce que Rachel ne se contente pas de regarder les infos, elle décide d'agir. Le soir où Meghan disparaît, Rachel est rongée par la colère, par les souvenirs de son propre mariage brisé. Alors elle boit. Beaucoup. Jusqu'au fameux trou noir, le blackout total. Le moment de bascule par excellence. Terre. Elle a des coupures sur les mains, des bleus sur les bras. Elle sait qu'elle a pris le train pour aller vers cette fameuse banlieue la veille au soir. Elle voulait aller confronter quelqu'un ? Oui. Hmm. Mais qui ? Elle a des flashs, des images floues, tremblantes d'un passage souterrain lugubre, situé tout près de la maison de Meghan et de son ancienne maison. Un endroit glauque, mal éclairé, le genre de tunnel où on accélère le pas la nuit. Elle ressent une peur viscérale en repensant à cet endroit. Mais sa mémoire s'arrête net. C'est un mur de briques. C'est ici que l'histoire déploie sa véritable toile d'horreur psychologique. Le brouillard poisseux de l'alcool crée une faille immense dans la chronologie. Et dans cette faille s'engouffre le doute le plus destructeur qui soit. C'est le terreau parfait pour une manipulation mentale d'une cruauté redoutable. Ce fameux concept de manipulation où on fait douter quelqu'un de sa propre santé mentale. Exactement. Il n'y a rien de plus terrifiant. Quand la mémoire est défaillante, n'importe qui peut s'emparer du stylo et réécrire l'histoire à la place de la personne amnésique. On va faire croire à Rachel qu'elle est folle, instable, qu'elle est un danger public. On lui martèle qu'elle est la source de tout ce chaos, qu'elle est venue harceler son ex-mari, qu'elle a fait un scandale, qu'elle a peut-être même agressé quelqu'un. Le contraste entre ce que son corps lui dit et ce que son esprit lui cache est fascinant. Ses blessures sont réelles. La douleur dans ses muscles, la terreur associée à ce passage souterrain, son corps a mémorisé une violence extrême. Mais le cerveau, lui, a été débranché par l'alcool. Cette torture spécifique, de ne pas savoir de quoi on est soi-même capable, c'est souvent décrit comme pire que la culpabilité avérée. Si on commet un crime en toute conscience, on gère le poids de la faute. Mais si on craint d'être un monstre sans en avoir la certitude, c'est une aliénation totale. Rachel commence à se demander, est-ce que dans un accès de rage alcoolisée, en pensant punir cette femme infidèle qui lui est rappelée la maîtresse de son mari, j'ai pu commettre l'irréparable ? Et pour éviter qu'on tourne en rond uniquement dans la tête confuse et alcoolisée de Rachel, le récit fait un pas de côté majestueux. C'est vraiment ça qui donne toute sa dimension à l'histoire. On ne reste pas bloqué dans un seul point de vue. Le récit s'élargit pour devenir un véritable labyrinthe narratif à 3 voix. Une structure chorale diablement efficace. Grave. On découvre la version de Meghan, la fameuse disparue, la victime de l'histoire. Et on entend aussi la voix d'Anna, la nouvelle femme de Tom, l'ex-mari de Rachel. Nous avons donc 3 femmes, 3 perspectives distinctes sur les mêmes événements, les mêmes lieux, les mêmes hommes. C'est un puzzle géant où chaque pièce semble avoir des bords différents selon la personne qui essaye de l'emboîter. C'est une mécanique d'une précision chirurgicale. Donner la parole à Meghan, c'est faire un saut dans le temps. On recule d'1 an avant sa disparition. On passe enfin de l'autre côté de cette vitre que Rachel regardait depuis le train. Et ce qu'on y trouve est à des années-lumière du fantasme de la banlieue heureuse. La chute de l'illusion est super brutale. Complètement. Derrière l'image de la femme parfaite, insouciante, qui prend le soleil sur sa terrasse, Meghan est en réalité une prisonnière dans une cage dorée. Elle suffoque. Son mari, Scott, qu'on croyait être l'incarnation du prince charmant, protecteur vu de loin, est en réalité rongé par une jalousie possessive quasi maladive. Il surveille ses faits, gestes en permanence, il l'isole. Il veut la modeler, la contrôler. Mais ce n'est pas tout. Meghan elle-même porte de lourds bagages. Elle est tentée par un passé traumatisant qu'elle fuit perpétuellement. Pour échapper à cet étouffement domestique, elle a recours à des comportements autodestructeurs. Elle refuse le rôle de la ménagère docile, elle multiplie les décisions irrationnelles et les liaisons toxiques, notamment avec son thérapeute, Kamal Abdi.
Ce besoin d'adrénaline, de danger, juste pour se prouver qu'elle est encore vivante. C'est ça, elle brûle sa propre existence par les deux bouts parce qu'elle se sent vide à l'intérieur. Le contraste avec la vision idéalisée de Rachel est saisissant. Rachel rêverait d'avoir la vie de Meghan, alors que Meghan, elle, cherche à tout prix à s'en échapper. Et de l'autre côté de la rue, littéralement à quelques mètres de là, il y a Anna. Elle occupe la maison, l'ancienne maison de Rachel. Elle a l'homme de Rachel. Elle utilise les meubles choisis par Rachel. Elle vit la vie qui était destinée à Rachel. Mais est-ce qu'elle est heureuse pour autant? Pas du tout. Anna est une autre forme de prisonnière, au fond. Elle vit dans une angoisse permanente, une paranoïa épuisante. Elle est terrifiée par cette ex-femme alcoolique qui rôde comme un fantôme. Rachel téléphone au milieu de la nuit et raccroche. Elle apparaît parfois au bout de la rue, titubant dans l'obscurité. Anna, qui était autrefois l'amante libre, la femme indépendante qui a séduit un homme marié, se retrouve maintenant cloîtrée chez elle, obsédée par la menace que représente cette ex-épouse pour sa petite bulle familiale parfaite. Ces trois femmes forment un triangle d'une complexité folle. Elles sont intrinsèquement liées par ce petit périmètre de banlieue, par les mêmes hommes qui gravitent autour d'elles, mais surtout par les mêmes illusions sociétales. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ces illusions sociétales? Quand on écoute attentivement leurs voix s'entrecroiser, on réalise un fait troublant. Elles sont toutes conditionnées et écrasées par ce qu'on attend d'elles en tant que femmes. Rachel se sent comme un déchet, totalement inutile parce qu'elle n'est plus épouse et qu'elle n'a pas pu être mère. La société et elle-même la perçoivent comme un échec ambulant. D'accord, et pour Meghan? Meghan, c'est l'ânesse. Elle a le mariage idéal sur le papier, mais elle se sent étouffée par le rôle qu'on lui impose. On attend d'elle qu'elle s'assoie sagement et qu'elle fonde une famille avec Scott, ce qui la terrifie. Et enfin, Anna a sacrifié son indépendance palpitante d'autrefois pour jouer à la famille parfaite, et elle vit désormais dans la terreur pathologique de perdre ce statut fraîchement acquis. Elles passent leur temps à se juger et à s'observer de loin avec méfiance ou envie. Exactement. Elles se détestent ou s'envient sans réaliser qu'elles sont toutes prisonnières des mêmes murs invisibles, victimes des mêmes dynamiques toxiques dictées par leur environnement. C'est ce regard croisé qui rend l'avancée de l'histoire si haletante. L'urgence monte d'un cran à chaque chapitre, parce que Rachel s'enfonce de plus en plus profondément dans les sables mouvants de sa propre enquête. Elle va voir la police, ce qui est une idée terrible vu son état de confusion. Elle invente des détails pour se rendre intéressante ou crédible. Elle finit même par rapprocher Spot, le mari endeuillé de la disparue, Une démarche d'une imprudence totale. complètement suicidaire. Elle joue avec le feu, elle s'insinue dans la vie d'un homme potentiellement dangereux, tout en cachant sa véritable identité. Et pendant ce temps, de manière presque organique, son cerveau abîmé par l'alcool essaie de se réparer. Le travail de la mémoire traumatique. Oui, les flashbacks de cette fameuse nuit du samedi reviennent, mais pas de manière claire, ce sont de toutes petites bribes, des détails macabres, un son, une odeur de terre humide, une sensation de terreur pure dans ce tunnel. La tension narrative est tellement forte, le rythme est si soutenu qu'on a l'impression physique que la vérité va finir par lui éclater au visage comme une bombe. La question des faux-semblants atteint ici un paroxysme magistral. On prend conscience, chapitre après chapitre, que personne, absolument personne dans cette histoire, n'est celui ou celle qu'il prétend être. Tous les masques tombent un par un. Les façades impeccables des jolies maisons de Whitney cachent des monstres d'une banalité glaçante. Les dynamiques de couple, sous leurs airs rassurants et aimants en public, dissimulent des violences psychologiques et parfois physiques inouïes. Le contrôle coercitif, la manipulation insidieuse, les mensonges à répétition, tout ce bouillon toxique mijote à feu doux derrière des portes d'entrée solidement verrouillées. Et le drame, c'est que ces trois femmes ont chacune un morceau de la solution. C'est toute la tragédie de l'œuvre. Rachel, Meghan et Anna détiennent chacune un fragment crucial de la vérité, un petit détail, une observation, un souvenir qui, mis bout à bout, formerait l'image complète du prédateur. Mais elles sont incapables de collaborer. Parce qu'elles se méfient les unes des autres, parce qu'elles sont isolées par leurs propres secrets honteux. Et surtout, parce qu'elles sont manipulées avec brio par leur entourage masculin. Elles sont menacées par des forces souterraines qu'elles refusent longtemps de voir en face, préférant l'aveuglement au choc de la réalité. Plus on approche de la fin, plus le rythme s'accélère. On sent que la collision est inévitable. L'étau se resserre inexorablement. C'est une question de temps, de minutes, avant que les trajectoires éclatées de Rachel, de Meghan et d'Anna n'entrent en collision frontale.
Et la clé de tout ça se trouve dans la tête de Rachel. Ce brouillard épais, cette chape de plomb posée sur son esprit par des litres de vodka et de gin, commence enfin douloureusement à se dissiper. Le barrage finit par céder? Exactement. Des souvenirs réprimés, repoussés par le cerveau pour se protéger d'un traumatisme trop grand, remontent à la surface, comme des cadavres à la surface d'un lac. Et parmi ces fragments flous, émerge soudain un souvenir d'une netteté effrayante. Un souvenir acéré, tranchant, profondément enfoui depuis cette fameuse nuit d'été dans le passage souterrain. Le voile de l'amnésie est sur le point de se déchirer définitivement. Mais que s'est-il vraiment passé dans la boue et l'obscurité de ce passage souterrain? Quel visage se cache réellement derrière cette violence aveugle qui a fini par engloutir la belle et tragique Meghan? La tension à ce stade est à son comble. On a le cœur qui bat 100 à l'heure en tournant les pages ou en écoutant l'audio. Rachel est à un battement de cils de découvrir une vérité absolue. Une vérité qui, si elle s'avère exacte, a le pouvoir de la détruire définitivement. Ou au contraire de la libérer enfin des chaînes de son passé. Toute cette exploration pousse à une réflexion finale assez troublante sur la nature humaine en fait. On passe notre temps, tous autant que nous sommes, à regarder par la fenêtre de notre propre vie. On juge les façades impeccables de nos voisins, on imagine leurs réussites éclatantes ou leurs échecs amers en se basant sur de simples apparences. Mais imaginons un seul instant. Et si un inconnu était assis là, dans un train, et qu'il observait de loin notre propre fenêtre, jour après jour, semaine après semaine? Avec suffisamment d'attention, quel sombre secret finirait-il inévitablement par découvrir derrière nos rideaux tirés? C'est une pensée qui donne le vertige pour le coup. Il faut absolument plonger tête la première dans cette histoire pour ressentir cette urgence par soi-même. Il faut accepter de traverser ce labyrinthe poisseux de mensonges, de doutes et de manipulations pour découvrir qui, au bout du compte, survivra à la violence inouïe de la vérité. C'est une lecture dont on ne ressort absolument pas indemne. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.